Donc, bonjour à tous, je vais corriger un devoir sur le mouvement des planètes et des satellites. Donc, il se compose de deux exercices. Donc, le premier exercice porte sur la planète Mercure et est extrait d'un sujet de baccalauréat. Donc, planète la plus proche du Soleil, Mercure est longtemps resté mal connu. En première approximation, sa trajectoire dans le référentiel héliocentrique peut être considérée comme circulaire. Toutefois, de toutes les planètes du système solaire, c'est celle qui possède l'orbite la plus excentrique. Sa distance au Soleil varie en effet de 0,31 UA, donc unité astronomique, à 0,47 unité astronomique. La vitesse orbitale de Mercure, qui vaut en moyenne 47 km par seconde, varie quant à elle entre les valeurs extrêmes, 39 km par seconde et 59 km par seconde. Et on te donne la distance moyenne Terre-Soleil, qui vaut une unité astronomique, soit 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Et la première question porte sur la première loi de Kepler qu'on te demande d'énoncer et de représenter sans souci d'échelle l'allure de la trajectoire de Mercure autour du Soleil. Le schéma fera apparaître la position du Soleil et le demi-grand axe de l'orbite. La première loi de Kepler, c'est dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse, dont l'un des foyers est le centre du Soleil, ce que l'on peut représenter ainsi. Donc l'ellipse en vert, le Soleil qui va occuper l'un des foyers de l'ellipse, la planète Mercure qui va donc balayer la trajectoire elliptique, et on repère A, qui est le demi-grand axe de l'ellipse. En vous appuyant sur le schéma réalisé et sur des informations tirées du texte introductif montré par un calcul simple que le demi-grand axe vaut 0,39 unités astronomiques. Donc pour ça, j'ai repris le schéma et j'ai repris les données de l'énoncé. Donc le Soleil est ici et Mercure, elle peut se situer ici, donc au plus proche du Soleil, c'est-à-dire à 0,31 unités astronomiques, ou bien alors se situer au plus loin du Soleil, donc ici, c'est-à-dire à 0,47 unités astronomiques. Et quand tu fais la somme des deux, donc c'est-à-dire 0,31 plus 0,47, eh bien tu vois que ça correspond à 2 fois le demi-grand axe de l'ellipse. Et ainsi, t'en déduis le demi-grand axe de l'ellipse qui vaut 0,39 unités astronomiques. Troisième question, énoncer la deuxième loi de Kepler, dite loi des airs. Appliquer cette loi pour déterminer dans quelle partie de sa trajectoire Mercure atteint la vitesse de 39 km par seconde, c'est-à-dire sa vitesse la plus faible. Une justification claire pour laquelle un schéma est nécessaire est attendue. Donc, la deuxième loi de Kepler, elle dit que le rayon vecteur reliant le centre d'une planète au centre du Soleil, donc c'est-à-dire le vecteur qui part du Soleil pour aller à la planète, il va balayer des aires égales en des temps égaux. Donc, que signifie ceci? On a besoin d'expliquer ce que signifie la loi pour pouvoir déterminer à quel endroit de sa trajectoire Mercure va avoir sa vitesse la plus faible. Eh bien, ça signifie que la planète Mercure, à un moment donné, elle va être à la position P1. Et donc, le rayon vecteur Soleil-Mercure va balayer toute cette aire-ci, donc l'aire A, pendant, un temps T. Donc, ça veut dire que pendant un temps T, la planète Mercure va aller de P1 à P2 et donc va balayer toute cette aire ici grisée A. Et puis à un autre instant, la planète Mercure, elle est en P3 et elle va mettre le même temps T pour aller de P3 à P4. C'est-à-dire qu'elle aura mis un temps T pour aller de P1 à P2, mais elle va mettre exactement le même temps pour aller de P3 à P4. Et là, le rayon vecteur, il va balayer l'aire A'. Et ce que nous dit la loi de Kepler, eh bien, c'est que l'aire A est égale à l'aire A'. Et maintenant, on va utiliser ceci pour pouvoir déterminer, avoir une idée des vitesses, donc ici et là. Donc quand on est la vitesse par ici, donc quand la planète est au plus proche
du Soleil, c'est ce qu'on appelle la périhélie. Et quand la planète est ici, c'est-à-dire au plus loin du Soleil, on appelle ça l'aphélie. Si je voulais déterminer la vitesse à la périhélie, eh bien, je pourrais dire que c'est en gros la distance parcourue par la planète pour aller de P1 à P2 divisé par le temps qu'elle a mis pour aller de P1 à P2. Et ce temps, on l'a appelé T. Et maintenant, je vais calculer aussi la vitesse à l'aphélie. Eh bien, la vitesse à l'aphélie, eh bien, ça va être la distance pour aller de P3 à P4 divisé par le temps T, puisqu'elle a mis autant de temps, la planète, pour aller de P1 à P2 que pour aller de P3 à P4. Sauf que tout simplement en voyant le schéma, je vois bien que la distance P1, P2, elle est bien plus importante que la distance P3, P4. Et donc j'en déduis que la vitesse à la périhélie, elle est supérieure à la vitesse à l'aphélie. Et donc c'est bien à l'aphélie que la planète Mercure aura sa vitesse la plus faible, c'est-à-dire de 39 km par seconde. Quatrième question. Pour tous les objets en orbite autour du Soleil, le rapport entre le carré de la période de révolution grand T et le cube du demi-grand axe A de l'orbite est constant. C'est ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Et on te la donne, on te dit que voilà, T carré sur A au cube égale K. Et on veut montrer que cette planète parcourt l'ensemble de son orbite autour du Soleil en un peu moins de 3 mois. Donc on veut montrer que Mercure a une période de révolution inférieure à 3 mois. Et pour ça, on te dit, eh bien le candidat est invité à faire preuve d'initiative, à justifier ses choix et à présenter sa démarche. Certaines valeurs numériques nécessaires au calcul sont supposées connues du candidat. Donc quand on te demande des valeurs numériques qui sont supposées connues, ce sont vraiment des valeurs numériques très simples. Si pour toi c'est la masse du Soleil, dans ces cas-là, ce n'est pas la bonne valeur numérique. Non, on ne suppose pas connue la masse du Soleil. On va tout simplement exploiter cette loi de Kepler. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si je l'applique à la planète Mercure, elle nous dit que le carré de la période de révolution pour Mercure, c'est divisé par le cube du demi-grand axe, toujours pour Mercure, c'est égal à cette constante K. Moi, c'est ce que je cherche à calculer. Je cherche à calculer. J'ai cette donnée. En revanche, je n'ai pas K. Donc, il me manque quelque chose. Je pourrais peut-être, et c'est ça l'objectif, appliquer cette loi à une autre planète, c'est-à-dire à un autre objet en orbite autour du Soleil, dont j'aurais peut-être une idée de la période de révolution et également du demi-grand axe. Et dans ces cas-là, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une planète pour laquelle tu peux connaître tout ça, c'est la Terre. Et si j'applique la troisième loi de Kepler à la Terre, j'ai que le carré de la période de révolution de la Terre divisé par le cube du demi-grand axe pour la Terre, c'est égal également à cette constante K. Or, je connais la période de révolution de la Terre, tu es censé la connaître. Je pense que tu dois savoir que la Terre effectue une révolution autour du Soleil en une année. Et le cube du demi-grand axe, il t'est donné dans l'énoncé, c'est une unité astronomique. Donc tu peux calculer la constante K. Est-ce qu'on va pour autant calculer la constante K? Non, j'ai pas besoin de la constante K. Moi, j'ai tout simplement qu'à dire que ces deux relations sont égales. Et comme ça, je pourrais déterminer la période de révolution de Mercure. Donc c'est ce que je fais. Ici, je mets l'égalité des deux relations et je cherche maintenant à isoler la période de révolution de Mercure. Donc pour l'instant, je vais isoler le carré de la période de révolution de Mercure. Et après, tout simplement, je prendrai la racine carrée. Donc pour isoler, il va falloir se débarrasser du cube du demi-grand axe de Mercure. Pour ça, j'ai multiplié par le cube du demi-grand axe de part et d'autre de l'égalité. Et j'en déduis cette première relation. Donc j'ai le cube du demi-grand axe de Mercure fois la période de révolution de la Terre au carré sur le cube du demi-grand axe de la Terre, qui est égal au carré de la période de révolution de Mercure. J'intervertis tout simplement ces deux termes, ce terme-ci et ce terme-là. J'ai tout à fait le droit de le faire. C'est A
fois B divisé par C, bah, c'est tout à fait égal à B fois A divisé par C. C'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, je ne cherche pas le carré de la période, je cherche la période, donc je vais prendre tout simplement la racine carrée. Quand je vais prendre la racine carrée, je vais avoir la racine carrée d'un nombre au carré, donc ça vaudra ce nombre. Et quand je vais avoir la racine du cube du demi-grand axe de Mercure divisé par le cube du demi-grand axe de la Terre, c'est comme si je prenais tout ça à la puissance 1/2. Et donc, c'est ce que j'ai noté ici. Maintenant, il va falloir faire le calcul. Et quand je fais le calcul, est-ce que je vais devoir tout mettre en secondes, en mètres, etc. Peut-être pas. Ici, je vais avoir une distance divisée par une distance. Si je l'exprime dans la même unité, les deux unités vont, on va dire, se supprimer. Donc, je peux très bien exprimer le demi-grand axe de Mercure et le demi-grand axe de la Terre, toutes les deux en unités astronomiques. Et c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas m'embêter à les mettre en mètres. Maintenant, la période de la Terre. En quelle unité est-ce que je souhaite obtenir la période de révolution de Mercure? Je souhaite l'avoir en mois. La période de la Terre, je vais l'exprimer en mois. Et elle vaut 12 mois. Donc j'ai bien 12 mois fois 0,39 unités astronomiques divisé par une unité astronomique, le tout à la puissance 3/2. Et ça fait 2,9 mois. Et c'est bien inférieur à 3 mois, comme c'était demandé dans la question. Le deuxième exercice porte sur Titan. Et Titan, c'est le plus gros satellite de Saturne, qui est situé à une distance RT du centre de Saturne. Alors, on te dit que l'excentricité orbitale de ce satellite est très faible, et on supposera ainsi la trajectoire de Titan circulaire. Dans tout l'exercice, on va se placer dans un référentiel particulier qui est le référentiel saturnocentrique, centré sur Saturne et dont les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines supposées fixes. Et on considère que la planète Saturne et son satellite Titan sont des corps de masse dont la répartition des masses est à symétrie sphérique. Plusieurs données, la constante de gravitation universelle, le rayon de l'orbite de Titan, donc c'est-à-dire la distance entre le centre de Saturne et le centre de Titan, et également la masse de Saturne. Et dernière hypothèse, on considère que la seule force gravitationnelle exercée sur Titan provient de Saturne. On te demande de représenter qualitativement sur un schéma Saturne, Titan et la force extérieure appliquée sur Titan. Ça, il n'y a rien de, on va dire, compliqué. Je place Saturne au centre d'un cercle, puisque Titan balaie une trajectoire circulaire. Je place Titan sur cette trajectoire. Et ce sont donc deux corps de masse qui ont une masse. Ils vont s'attirer. C'est une force attractive. Et donc, c'est pour ça que quand je représente la force exercée par Saturne sur Titan, je représente une force qui part de Titan, qui se dirige vers Saturne, donc qui est radiale, centripète. Ensuite, on se place dans la base orthonormée Tn, qui est le repère de Freinet. Et on te demande de donner l'expression vectorielle de la force gravitationnelle exercée sur Titan par Saturne. Pour ça, je reprends de nouveau le même schéma, mais j'ai simplement rajouté ici les vecteurs unitaires, donc n et t, de la base de Freinet, en supposant évidemment que Titan tourne ainsi autour de Saturne. Et je peux voir que la force exercée par Saturne sur Titan et le repère unitaire n sont collinéaires et de même sens, et c'est pour ça que je n'ai pas de souci quand j'écris l'expression vectorielle de la force gravitationnelle exercée par Saturne sur Titan. Elle vaut grand G fois la masse de Saturne fois la masse de Titan sur la distance au carré entre les deux. Tout ça sur le vecteur unitaire n.
Exprimer l'accélération vectorielle de Titan A en précisant la loi utilisée. Alors, quand tu veux trouver l'expression d'une accélération, il n'y a pas 50 000 lois possibles, il n'y a pas 50 000 méthodes de résolution. Pour avoir l'accélération, c'est forcément la seconde loi de Newton. Donc pour ça, je reprends, je définis le système, Titan, que je vais assimiler à son centre de masse, le référentiel, saturnocentrique, qu'on va supposer galiléen. Le bilan des forces, on a simplement la force exercée par Saturne sur Titan. Et maintenant, je peux appliquer la deuxième loi de Newton au système que je viens de définir dans les référentiels que je viens de définir. Cette loi de Newton, elle dit que la somme des forces extérieures exercées sur le système, c'est la masse du système, donc ici la masse de Titan fois l'accélération de Titan. La seule force extérieure, eh bien, c'est la force exercée par Saturne sur Titan. Elle vaut grand G fois la masse de Saturne fois la masse de Titan sur la distance entre les deux au carré sur le vecteur n. Et ça vaut la masse de Titan fois l'accélération de Titan. On a la masse de Titan qui apparaît de part et d'autre. On peut ainsi simplifier et donc avoir l'expression de l'accélération vectorielle de Titan A. Maintenant, il faut montrer que le mouvement de Titan est uniforme. Et pour cela, il n'y a pas 50 000 façons d'y arriver. Il faut utiliser l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. Donc dans le repère de Freinet et pour un mouvement circulaire, c'est bien important, pour un mouvement circulaire, parce que pour un mouvement qui n'est pas circulaire, ce n'est pas la même expression. L'expression de l'accélération, elle vaut la vitesse au carré de Titan sur la distance entre Saturne et Titan, tout ça sur le vecteur petit n, plus, et je l'ai mis d'une autre couleur, parce que ce n'est pas une distance, c'est la dérivée par rapport au temps de la valeur de la vitesse sur le vecteur t. Or, qu'est-ce que je sais? Je viens de trouver l'expression de l'accélération d'une autre manière. Donc, quand je trouve l'expression de l'accélération ainsi, je peux dire que ça vaut g fois la masse de Saturne sur rt carré sur le vecteur n. Et s'il n'y a rien sur le vecteur t, c'est tout simplement comme s'il y avait plus 0 sur le vecteur unitaire t. Or, ces deux vecteurs sont égaux. Donc, s'ils sont égaux, eh bien, ils ont une seule décomposition dans la base nt. Donc, ça veut dire ici que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, eh bien, ça vaut 0. Et si la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps est nulle, eh bien, ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante, et ainsi que le mouvement est uniforme. Cinquième et avant-dernière question, il fallait retrouver l'expression de la vitesse de Titan sur son orbite autour de Saturne, et on te donne l'expression. Pour cela, on va de nouveau se placer dans le repère de Freinet. Donc cette expression, tu dois la connaître, et cette fois, on va utiliser la décomposition de l'accélération sur le vecteur unitaire petit n. Puisqu'on a également l'expression de l'accélération qu'on a trouvée par la deuxième loi de Newton, et comme ce sont les deux mêmes vecteurs, ils sont égaux, ils ont la même décomposition, ce qui signifie que ceci égale ceci. Ainsi, on a cette expression et on va la simplifier. Là, on voit qu'on divise par RT, on voit qu'on divise par RT carré. On va multiplier par RT de part et d'autre, donc qui va nous permettre ici de simplifier RT et ici d'enlever le carré, juste le carré. J'ai donc trouvé l'expression du carré de la vitesse, et pour avoir la vitesse, eh bien je prends la racine, et je retrouve l'expression qui est donnée dans l'énoncé. Dernière question, il fallait déterminer la valeur de la vitesse de Titan en mètres par seconde, et donc là c'est tout simplement une application de la formule. Donc il n'y a pas de grande surprise, hormis le fait qu'il faille convertir la distance entre Saturne et Titan en mètres, puisqu'elle était donnée en kilomètres. Donc c'est pour ça que j'ai mis 1,22 fois 10 puissance 9 et non fois 10 puissance 6. Et je trouve 5,58 fois 10 puissance 3 mètres par seconde.